Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors, je suis vraiment contente parce que ça fait quelques fois qu'on remet un petit peu la session. En tout cas, je vous laisse cet épisode. Et en fait, il y en a deux qu'on va enchaîner à la suite. Un autre avec Emmanuel. Et là, c'est France Stratégie. Donc, déjà, le nom, il claque. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, Johanna, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter par la même occasion France Stratégie? De quoi on parle là? Oui, alors donc moi je m'appelle Johanna Barras, je suis l'adjointe au directeur du département Société et Politique Sociale de France Stratégie. Donc c'est un des 4 départements thématiques de cet organisme, qui est un organisme qui est placé auprès du Premier ministre, service du Premier ministre, et qui conduit des expertises, des études, d'analyse sur les grands sujets sociaux, politiques, économiques du pays, à la fois de l'évaluation de politique publique, des études et de la prospective. Et d'ailleurs, il y a une actu, puisqu'il y a un rapport qui est sorti fin 2024, qui concernait alors l'attractivité dans la fonction publique. La thématique de ce gros rapport, qui est effectivement sorti en décembre, mais c'est une actu un peu de longue durée, puisque c'est un rapport qui est le résultat de 2 ans de travaux qu'on a menés donc à France Stratégie. C'est un rapport qui a mobilisé beaucoup de gens pour avoir justement une analyse transversale, complète, pluridisciplinaire de ce problème sur lequel on va évidemment revenir, qui est celui de l'attractivité de la fonction publique, mot un petit peu barbare. Et c'est un travail qu'on a conduit, qu'on a décidé de conduire, parce que France Stratégie peut soit travailler sur commande, en particulier du Premier ministre ou de l'Assemblée nationale, mais elle travaille aussi ce qu'on appelle en autosaisine, dans le cadre d'un programme de travail annuel qu'on construit et qui est validé ensuite par le Premier ministre. Et donc là, c'est le cas. C'est France Stratégie qui a décidé de s'intéresser à cette question, de mobiliser ses équipes longuement pour le faire, et d'utiliser pour ça un certain nombre d'outils, de méthodes, de pratiques qu'on a en interne. Par exemple, on a travaillé en prospective en utilisant des méthodes et les équipes de la prospective des métiers et des qualifications, qui est normalement un exercice qu'on fait sur l'emploi en général, pas spécialement sur l'emploi public. Donc, on a adapté à la réflexion sur l'emploi public et l'attractivité de l'emploi public des outils qu'on a en interne. Évidemment, en parlant aux administrations concernées, parce qu'on avait aussi le sentiment que c'était un sujet important, un sujet d'actualité, mais que évidemment, il y avait déjà des gens qui travaillaient dessus, et en particulier les administrations les plus concernées par le problème. Et en fait, elles nous ont toutes dit que le regard qu'on pouvait apporter, qui est un regard transversal, un peu avec nos méthodologies particulières, elle pouvait être utile et vraiment apporter à la fois de la connaissance, de l'objectivation du sujet, et peut-être une manière de regarder la question un peu spécifique, un peu nouvelle, qui voilà. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc à la fois, encore une fois, en utilisant nos pratiques, et en multipliant les méthodologies, en faisant des études de statistiques évidemment, et puis en faisant aussi une grosse, on y reviendra, mais en déclenchant une grande enquête qualitative auprès de gens qui pourraient rejoindre la fonction publique, autant de gens qui y sont déjà, et après de gens qui l'ont quitté aussi, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il avait quitté. Et donc c'est ce regard un peu panoptique, un peu général, un peu transversal, qui fait la spécificité à la fois de la manière dont France Stratégie travaille en général et de ce rapport en particulier. Parfait. Moi, en tout cas, je reviens sur l'aspect attractivité en tant que tel. J'ai l'impression qu'il y a consensus. Voilà, il y a une crise d'attractivité. Ok. Maintenant, j'ai un peu de mal à comprendre de quoi on parle quand on parle d'attractivité. Et parce qu'à mon sens, il y a plusieurs facteurs. Et donc, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Quand on parle d'attractivité, déjà, on parle de quoi exactement? Alors, c'est évidemment la question majeure. Alors, l'attractivité, c'est l'ensemble des facteurs et des déterminants qui vont conduire des individus à rejoindre ou à ne pas rejoindre, à rester ou à ne pas rester dans un métier, un emploi, un statut, une fonction. Alors, évidemment, c'est une question de recrutement, mais ça n'est pas qu'une question de recrutement. Et ça me permet de commencer à répondre un peu à ta deuxième question sur est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel. Si on regarde la question du point de vue du recrutement, ou des difficultés de recrutement, des tensions sur le recrutement, même de crise,
C'est pas la première fois. C'était une de nos premières questions, la question que tu as posée. Est-ce que, bien sûr, il y a un problème, mais voilà, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Et qu'est-ce qu'il a de spécifique? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est pas la première fois? Est-ce que c'est partout? Est-ce que ça se compare aux autres pays similaires aux nôtres ou pas? Donc, on a essayé de regarder ça. Et donc, encore une fois, des crises de recrutement, il y en a eu tout au long du XXe siècle, pour des raisons assez faciles à comprendre, qui est que la fonction publique recrute beaucoup, qu'elle a recruté de plus en plus, encore une fois, au cours du XXe siècle, elle a recruté de plus en plus pour répondre à des besoins croissants. Oui. Besoins croissants que notre pays a fait le choix de remplir par de l'emploi public. Alors évidemment, on pense aux enseignants pour accompagner la massification scolaire, aux soignants pour accompagner la croissance et les évolutions démographiques, mais plus généralement, voilà, l'administration générale aussi a cru pour accompagner tout ça, le nombre de policiers, vous voyez bien pourquoi. Et c'est de l'emploi qui est très souvent de l'emploi qualifié en plus, voire de l'emploi qui a besoin de viviers diplômés, voire très diplômés. Donc des gens qui sont relativement longs à former. À former, ouais. Quand vous additionnez ces deux dimensions, les besoins croissants d'emploi, les besoins croissants de main d'œuvre et une main d'œuvre qui est longue à qualifier, on voit bien pourquoi est-ce que régulièrement on s'est retrouvé avec des tensions, des tensions de recrutement. Mais ces tensions, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir en le regardant ça historiquement, en travaillant d'ailleurs avec des historiens de la fonction publique comme Amy Harris. Ces tensions, on a toujours réussi à les résorber d'une manière relativement naturelle et relativement rapide. Donc enfin, il y a eu des moments un peu durs, hein, mais relativement naturel et relativement rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on a recouru à des viviers qui étaient eux-mêmes en extension, en particulier les viviers des femmes et des femmes diplômées en particulier. On a pu aussi se reposer sur des évolutions de la conjoncture économique, hein, effectivement, dans des périodes de chômage de croissance, on était traditionnellement des périodes d'augmentation du nombre de candidats vers la fonction publique. Et puis il y a eu besoin, et ça aussi c'est pas la première fois, il y a eu besoin très régulièrement de faire appel à des contractuels pour gérer ces moments de tension, mais avec plutôt une tradition, un historique d'intégration progressive de ces contractuels dans le statut, ou en tout cas de retour à la normale au bout d'un moment. Donc pas la première fois. Mais encore une fois, l'attractivité, ça n'est pas que ça. Et ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est que tous ces mécanismes dont je viens de vous parler ont l'air cassés, ou en tout cas ne plus fonctionner comme ils fonctionnaient. Ah d'accord. Jusqu'aux années 2000, quand on augmentait le nombre de postes offerts au concours, on voyait derrière une augmentation du nombre de candidats. Ça n'est plus le cas. Je vous l'ai dit, jusqu'aux années 2000, quand la conjoncture économique se retournait, on observait une augmentation du nombre de candidats. Ça n'est plus le cas. Et par ailleurs, on observe donc des difficultés de recrutement, encore une fois, qui s'installent, et en même temps des difficultés qu'on commence à voir à l'autre bout de la carrière des agents aussi, avec des démissions en augmentation très importante. Ça reste en volume très marginal. Il faut pas non plus se tromper d'échelle sur ces questions-là, mais c'est croissant. Et ça devient, au regard, non pas du nombre de fonctionnaires, mais du nombre de recrutements qu'on a effectués et du nombre de départs de la fonction publique, typiquement les départs pour la retraite, ça devient un phénomène tout sauf marginal. Donc aux difficultés de recrutement qui s'installent dans le temps, s'ajoutent aussi des difficultés à la sortie, et qui ont des conséquences assez importante aujourd'hui, on y reviendra sûrement, sur la qualité, la continuité du service public. Et puis troisième élément qui nous permet de dire que c'est structurel, c'est pas le moins important, c'est que ça dure dans le temps en rétrospective, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a des inquiétudes sur l'avenir, et que si on ne fait rien, on verra qu'on peut faire des choses, mais si on ne fait rien, on a des difficultés à venir importantes, à la fois pour des raisons démographiques, du nombre de départs à la retraite qui va être croissant dans une fonction publique qui est vieillissante, hein, en particulier la fonction publique territoriale. Et puis on a un problème là aussi à l'entrée, et c'est celui qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'on voit que les viviers qui alimentent la fonction publique sont en attrition relative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très concrètement, on a de moins en moins d'étudiants en prospective
qui risquent ou dont on perçoit qu'ils vont se porter vers le choix de la fonction publique. Alors, il y a plusieurs phénomènes derrière celui-là. Il y a un phénomène qu'on peut prolonger, qui est que le nombre de débutants, la part de débutants qui choisissent l'emploi public par rapport à l'emploi privé diminue, et elle est amenée à continuer à diminuer. Mais surtout, la part d'étudiants et de jeunes qui choisissent des filières qui mènent traditionnellement à la fonction publique, et en particulier des filières universitaires, parce que c'est là où on trouve les futurs fonctionnaires de manière très 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 majoritaire. Ces filières sont de plus en plus délaissées. Et donc on n'a pas, dans la plupart d'entre elles, on n'a pas encore un problème d'effectifs, mais on voit une diminution de l'intérêt pour ces filières. Et puis on a quelques filières, on a des vraies diminutions d'effectifs maintenant, donc des problèmes qui se posent maintenant. Un des plus frappants, c'est les masters qui conduisent à l'enseignement, les masters MEF, dont on a une diminution avant d'avoir une diminution au concours, on a vraiment une diminution des étudiants même qui seraient susceptibles de le passer. Et puis on a aussi, là on parle des enseignants parce que c'est un des premiers métiers qui vient en tête, mais on a ça aussi, par exemple, dans des filières qui préparent au concours de l'administration générale, les IPAG. Oui. On voit aussi des diminutions d'effectifs. Donc là déjà c'est intéressant. Une perspective qui est problématique. Ouais, et là déjà c'est intéressant, Johanna, parce que il y a donc si je fais le raccourci, il y a de moins en moins de monde, pour reprendre l'exemple des professeurs, enfin des instituteurs, des profs des écoles maintenant on dit. Ouais, les deux. On dit voilà, il y a de moins en moins de monde et pourtant là il y a encore peu de temps j'ai entendu on va supprimer des postes dans l'enseignement ou même dans les hôpitaux, donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. On supprime des postes, mais on en a besoin. Donc si on en a besoin, pourquoi on les supprime? Alors, c'est des phénomènes qui sont évidemment liés, la question du nombre global et d'attractivité, mais c'est pas exactement la même, c'est pas forcément exactement la même logique. La suppression, le nombre de postes dans l'éducation nationale, il dépend aussi. Après, c'est des choix politiques qu'on commente absolument pas ici, mais voilà, on peut diminuer le nombre de postes offerts parce qu'on constate qu'il y a moins d'élèves. Donc, c'est comme on les augmente. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même remplacer. Donc, c'est autre chose. C'est autre chose que de les que d'avoir du mal, enfin que d'avoir des difficultés ou non à les combler, et même d'une certaine manière, de manière un peu cynique. Encore une fois, on fait pas porte pas de jugement sur cette histoire, mais on peut aussi se dire que si on n'arrive pas à remplir les postes, tant qu'à faire, autant ne pas les créer. Mais c'est pas, voilà. Mais c'est pas, encore une fois, nous, c'est pas là-dessus que. Là, c'est l'œuf ou la poule, toute façon. Voilà, il y a une question de fait poule. Par contre, ce qu'on sait, c'est juste le point important. Et donc, sans, encore une fois, jugement des choix de politique qui sont effectués. Ce qu'on sait, c'est que, globalement, quand les perspectives d'embauche à moyen terme diminuent, les choix que vont faire des étudiants de s'engager dans une filière qui va amener à se porter vers ces métiers-là, il est forcément impacté. C'est-à-dire que c'est pour le dire très simplement, si on pense, on a plutôt tendance à s'engager dans des études où on pense qu'à la fin on risque d'être recruté, que dans des études où on sait que le nombre de postes va diminuer, il va y avoir de moins en moins de recrutement. Donc ce lien-là, on peut le faire, mais c'est quand même deux phénomènes qui restent. Ok, mais déjà c'est intéressant, tu vois ce paradoxe qu'on peut entendre, on supprime des postes et il y a des soucis de recrutement, on a besoin de monde. C'est vrai qu'on a vite tendance à faire le raccourci, alors que c'est quand même deux choses bien différentes. Oui, il y a moins d'élèves, donc il y a effectivement, on supprime des postes. Enfin là, je reprends l'exemple de l'enseignement, c'est valable pour d'autres. On ouvre moins de postes au concours, mais pour autant, il faut qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait des remplacements. Qui se portent candidats au concours, quelles que soient ces décisions. Encore une fois, elles sont elles peuvent s'impacter, mais c'est c'est deux choses différentes. Ouais, j'ai bien compris. Ok. Là, on a parlé de l'enseignement ou des hôpitaux. Il y a des métiers en particulier qui sont particulièrement touchés par la crise d'attractivité. Alors, le premier point, avant de rentrer dans chacun des métiers, mais justement, en fait, ta question elle est intéressante parce que c'est l'autre élément qui nous permet de dire qu'on est bien devant un problème structurel. C'est que c'est un problème qui est généralisé. C'est un problème qui est généralisé. Généralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, au-delà des deux métiers que tu as cités, l'enseignement, les soignants qui font l'objet d'une couverture médiatique importante et qu'on cite très souvent, pour illustrer ou pour parler
les problèmes d'attractivité de la fonction publique. C'est une crise, ou en tout cas un phénomène qui touche les 3 versants de la fonction publique. Donc fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, qui touche les 3 catégories d'emploi. Donc catégorie A, catégorie B, catégorie C, donc les cadres comme les emplois d'employés, qui touchent de très nombreux territoires, évidemment, qui les touchent de manière variée et variable. Il y a des métiers, des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres. Il y a des territoires qui sont plus en difficulté que d'autres. Il y a des concours qui ont plus de mal à faire le plein que d'autres. Aujourd'hui, recruter, si vous êtes en Bretagne, dans l'Académie de Rennes, par exemple, pas l'impression qu'il y a un problème d'attractivité de l'enseignement. Il y a à la fois aucune difficulté à recruter un professeur des écoles, on reste avec des taux ce qu'on appelle des taux de sélectivité, c'est-à-dire le nombre de candidats qui se présentent effectivement au concours rapporté au nombre de postes offerts. Donc des taux de sélectivité qui restent très élevés. Ça reste difficile de devenir professeur des écoles dans des académies, dans l'Académie de Bretagne. Vous allez avoir des postes qui sont couverts, pas de difficulté particulière. Si vous êtes en Seine-Saint-Denis, le problème se pose très différemment. Donc et là vous allez avoir des taux de sélectivité, par exemple, de couverture il y a moins de candidats que de postes. Donc on est dans des situations qui peuvent être très différentes. Et donc à la fois un phénomène généralisé et en même temps un phénomène qu'on doit regarder finement, parce que il ne se pose pas ni avec la même intensité, ni avec les mêmes formes, forcément, pour l'ensemble des métiers. Et donc, les enseignants, les soignants, mais c'est aussi le personnel des préfectures, c'est aussi le personnel d'entretien, c'est aussi, on a fait un, dans le cadre de ce rapport, je l'ai pas dit en introduction, mais on a regardé les choses de manière très transversale, mais on a fait aussi 2 focus métiers. Spécifiques, et on a regardé les enseignants, c'est pour ça que je vous en parle aussi beaucoup. C'est assez logique, ils sont presque 900 000, donc ça paraissait important de les regarder précisément. Ça aurait été dommage de pas en parler. Numérique. Ah, ok. Ils sont moins nombreux, mais qui posent des problèmes spécifiques aussi, qui sont des gens dont on a beaucoup besoin, sur lesquels la concurrence est très importante. Et donc typiquement, voilà un métier qui a beaucoup de mal à faire le plein pour remplir les besoins de la fonction publique. Mais on a aussi du mal, et ça c'est important, on revient sur la question que vous posiez tout à l'heure sur le nombre de postes offerts par rapport à la question de l'attractivité. Dans les politiques prioritaires de l'État, là on a décidé de mettre des moyens, on a décidé de recruter, on a du mal aussi, et je pense par exemple à la police, qui est qui est un des métiers sur lequel il n'y a pas de suppression de postes, sur lequel on a décidé de faire porter l'effort, et pour lequel on a quand même du mal à recruter. Ouais, ok. Ah, c'est intéressant. Alors là, on parle de la France, mais on l'observe dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou dans le monde en général. C'est spécifique à la France, ce problème d'attractivité, ou pas? Alors, c'est important déjà en préalable de dire ça. Nous, on voulait évidemment, je vous l'ai dit au début, on voulait mener une comparaison internationale assez précise pour savoir justement si c'était un problème spécifique à la France ou pas. C'est très difficile à faire pour des raisons de à la fois d'écart de modèle et d'écart de données et de collecte de données. C'est-à-dire que d'abord pour pouvoir comparer ce qui est comparable. La place de l'emploi public est très variable d'un pays à l'autre, donc ces questions d'attractivité se posent de manière très différente. D'ailleurs, de ce point de vue-là, contrairement aux caricatures qu'on peut avoir, et on le rappelle d'ailleurs dans le rapport, la France se distingue pas particulièrement par un taux d'emploi public spécialement élevé. Mais en tout cas, on a des parts d'emploi public qui sont extrêmement variables, des métiers couverts par l'emploi public qui sont extrêmement variables, et surtout des indicateurs et une manière de compter l'emploi public qui est très variable. Et donc ça, c'est des problèmes qui peuvent être soulignés à la fois par l'OCDE ou par la Commission européenne. Cette difficulté à mener des comparaisons fines, donc, terme à terme sur ce sujet, c'est très complexe. Pour autant, on peut quand même dire que non, ça n'est pas un problème isolé, ne serait-ce que parce que cette question, elle fait l'objet aussi d'une attention médiatique, de rapports, de politique d'attractivité dans de très nombreux pays comparables aux nôtres, parce que c'est ça qui est intéressant, un pays de l'OCDE, dans des pays européens.
cette question de l'attractivité de la fonction publique, elle se pose avec des alarmes qui sont forcément importantes, qui sont avec une question commune, mais qui peut être encore plus prégnante dans d'autres pays que dans le nôtre, qui est évidemment la question démographique et celle du vieillissement, hein, qui va se poser par exemple en Allemagne ou en Italie dans des termes encore plus forts, intenses qu'en France. Et donc on sait par exemple que on a pour reprendre toujours un exemple important, on a des pénuries d'enseignants dans de très 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 nombreux pays par exemple, mais donc un phénomène qui n'est pas isolé, mais qui peut avoir des formes ou des causes ou des déterminants qui sont différents. Je reprends encore les enseignants en France, dans un pays comme les États-Unis. Le phénomène massif, le problème d'attractivité, c'est un problème d'attrition, c'est-à-dire que c'est le fait que on a beaucoup de mal à retenir les enseignants, on recrute beaucoup et ils s'en vont, il y a un problème de turnover très très important et de difficulté à retenir les gens qui s'engagent dans cette carrière. En Allemagne, je vous l'ai dit, c'est un problème d'abord qui est un problème démographique, de vieillissement très important de la population enseignante et donc de départ important à la retraite dont les recrutements n'arrivent pas à suivre le rythme. Et en France, on a cette spécificité de difficulté à l'entrée et donc de candidature insuffisante. Je vous l'ai dit, on commence à observer des démissions, mais c'est pas les démissions sont pas encore un problème de volume. Alors que à l'entrée, on a insuffisamment de candidats, très clairement insuffisamment de candidats. Là, aujourd'hui, si la trajectoire, elle reste inchangée, les conséquences pour la fonction publique à moyen et long terme, c'est quoi? En fait, ça n'a pas l'air très rose, hein. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas très rose, mais c'est surtout que les conséquences, c'est des conséquences sur les citoyens et les usagers avant d'être des conséquences pour la fonction publique. C'est-à-dire que, évidemment, la fonction publique, les employeurs sont confrontés à des difficultés de faire fonctionner leurs services quand ils sont pas au complet et quand ils ont du mal à recruter. Donc ça, on voit bien ce que ça veut dire pour les organisations elles-mêmes. Mais il se trouve que les services en question, c'est les services publics. Et donc très concrètement, ce qui est en jeu derrière, c'est la capacité de la puissance publique à assurer et à faire assurer ses missions, ces missions de service public. Donc ce dont on parle, c'est de lits qui ferment dans des hôpitaux, encore une fois, pas parce qu'on a fait le choix pas parce qu'on aurait fait le choix de supprimer des postes ou de supprimer des lits. C'est l'inverse. Ou d'évaluer des besoins, mais parce qu'on n'arrive pas à mettre les soignants sur ces lits. C'est des enseignants qui manquent devant les élèves, des heures de cours non remplacées, de plus nombreuses et qui peuvent continuer à l'être. C'est des problèmes d'inégalité territoriale renforcées, puisque je vous l'ai dit, les questions d'attractivité, elles sont à la fois se posent de manière différente dans les différents territoires, mais du coup, elles posent aussi des problèmes au territoire en question. C'est des queues qui s'allongent dans les services administratifs, dans les préfectures pour faire renouveler son permis de conduire, pour obtenir ses papiers. C'est de l'entretien qui n'est plus réalisé ou mal réalisé dans les collectivités. Donc encore une fois, les conséquences à terme, on les voit déjà. Et ça, je pense que on les voit déjà, c'est important. Elles sont d'abord pour la capacité à remplir les missions correctement. Et puis dernier point, qui est un phénomène encore une fois qu'on observe déjà et qui est amené à croître si on ne fait rien, et j'insiste bien sur si on ne fait rien, ce qu'on appelle des phénomènes un peu de boule de neige, c'est-à-dire que la pénurie crée la pénurie. Pourquoi la pénurie crée la pénurie? Là aussi, c'est facile à comprendre. Dans un service, quand il vous manque du monde, les conditions de travail se dégradent, la charge de travail est reportée sur les collègues qui restent. Concrètement, ça veut dire plus de patients par soignant, ça veut dire plus de dossiers à traiter pour les agents de Pôle emploi, ça veut dire des difficultés croissantes qui se voient et qui du coup pénalisent l'attractivité elle-même parce qu'on n'a pas forcément envie de rejoindre un service ou un organisme dont on sait que la charge de travail a été est trop lourde en raison de la difficulté justement à recruter. Donc c'est vraiment important de voir ces phénomènes effectivement non seulement à tenter mais aussi historiquement pour comprendre comment ils s'installent dans le temps et pour être capable de les projeter dans l'avenir et de mesurer l'alerte qu'on a essayé de rendre publique et visible
à travers ce rapport. Mais comme je l'évoquais, c'est à la fois un message d'alerte, mais c'est aussi un message d'action, parce que il y a même si les difficultés sont importantes, les leviers pour agir sont importants aussi. Et c'est une très belle transition, effectivement. Donc là, on a bien parlé de l'ampleur des enjeux, de quoi on parle quand on parle de crise d'attractivité. Et petit teaser, mais dans un deuxième épisode, on aura la chance d'écouter Emmanuelle, donc ta collègue, qui va nous parler plus spécifiquement des leviers pour agir. En attendant, sur la partie des enjeux, pour moi, c'est déjà beaucoup plus clair. Et de toute façon, je mettrai un lien vers le rapport de France Stratégie dans les notes de podcast pour les 2 épisodes. Merci beaucoup, Johanna. Merci. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.